Les Brooklyn Nets sont tout en haut de la conférence Est avec un bilan de 24 victoires et 12 défaites, 11 victoires consécutives pour les hommes de Steve Nash, j'allais dire, de Jacques Vaughn. Depuis le départ de Steve Nash, tout va mieux. On se rappelle, il y a quelques semaines, on était les premiers pour les démonter, nos amis des Nets, parce que tout allait mal entre les demandes de départ cet été, Kyrie Irving qui était dans sa torpeur fantastique et Steve Nash qui ne gérait plus rien. Et ben écoute, changement de fusible. Et tout va beaucoup mieux. 11 victoires d'affilée. Et surtout, un style de jeu. Il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe de Nets. J'imagine que tu es comme nous tous, Erwan. On kiffe ce qu'on est en train de voir. Bon, on kiffe de fou, mais c'est une vraie équipe de schizophrènes. J'ai rarement vu une équipe se remettre en place comme ça en si peu de temps. On se rappelle que le début de saison était quand même une brave catastrophe. On peut même remonter jusqu'au sweep des playoffs derniers face à Boston. On s'en est suivi un été catastrophique de rumeurs, déclarations, de demandages, de coupage de tête, tout ça. Un début de saison minable dans l'attitude, dans le coaching. Et finalement, tu l'as dit, un homme. Et puis surtout, ce qui est génial avec les Nets, c'est de voir avec Kevin Durant et Kyrie Irving, qui sont des joueurs fantastiques, c'est qu'on est de retour au jeu. Voilà, il n'y a plus que le jeu. On arrête les lubies, on arrête les conneries, on arrête les excuses. Le jeu. Ce sont redevenus des basketteurs et des basketteurs de très haut niveau. Et en ça, ça me prouve quand même que des fois, on a beau essayer d'analyser les choses de manière un peu, aller trouver des détails, mais qu'au final, le basket, c'est quand même des minima à maîtriser. C'est un coach qui coach, c'est des joueurs qui jouent, c'est un système, c'est se passer la balle, c'est défendre un minimum. Et puis après, tu as des joueurs supérieurs qui t'amènent vers un étage très haut. Et c'est ce qui est en train de se passer chez les Nets. Et en ça, ça me rassure encore, en fait, avec le basket, la république des joueurs, tout ça, et toute la branlette qu'ont pu imaginer Kevin Durant et Kyrie Irving. Ben non, Jack Vaughn, un assistant sobre, un ancien joueur moyen, il arrive avec des idées, avec une des formes de jeu, une identité. Ça marche. Et alors, bien sûr, il y a le jeu, mais je crois que la première chose sur laquelle on peut aller, c'est surtout le relationnel avec les joueurs. Là, ce qu'on comprend de l'éviction de Steve Nash, c'est que le courant ne passait plus, mais le courant ne passait plus depuis des semaines, voire des mois. Hein. Quand Kevin Durant demande la tête de Steve Nash cet été, c'est pas pour rien, au point de dire trade-moi. Quand un joueur, on arrive à dire trade-moi, on est souvent dans le caprice. Mais en fait, ça se passait surtout très 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 mal. On a beaucoup taillé Steve Nash, mais là, on se rend compte avec le même effectif. Enfin, Ben Simmons est revenu, TJ Warren est revenu, le même effectif, combien l'image, enfin l'énergie dégagée collectivement par cette équipe a été totalement différente. Il y a Kyrie qui a eu plein de bons mots autour de Jack Vaughn en disant c'est un coach qui ne force pas les choses, qui nous laisse notre liberté, mais qui nous donne quand même des directives, qui a vraiment le bon rapport avec les joueurs. Il n'est pas en train de forcer tout ce qu'il est en train de tenter de faire avec nous. Bon, voilà, pour moi, il met un shot de ouf à Steve Nash. On a la sensation que Steve Nash a voulu imposer des choses, ou contrairement à ne rien faire, à forcer des relations, ou ne pas en avoir avec les joueurs, ça ne marchait pas du tout. D'avoir un bon coach plus up, tu as raison de le dire, eh bien, ça change tout. Allons sur le jeu quand même. Parce que la grosse différence, et elle est énorme, on en parlait pour les Wolves, c'est que cette équipe, elle défend. Et ça change tout. Une équipe avec du talent et une équipe qui défend, ça donne toujours une bonne équipe en NBA. On se souvient, hein, nous, on a été outrés par les petites années Nash où il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'envie de défendre et puis il n'y avait pas de système collectif, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en défense? Qu'est-ce qu'on fait sur pick and roll? Il n'y avait rien, quoi. C'était on donnait la balle en attaque et puis en attaque, on fait un peu semblant. Et aujourd'hui, quand la NBA est telle qu'elle est, qu'on ne peut pas exister là-dessus. Et Jack Vaughn, il ne s'est pas trompé. Il est arrivé en disant, les gars, j'imagine dans son discours, il a dû dire, les gars, si on ne défend pas, on ne peut rien espérer. Aujourd'hui, on est la risée de la NBA, c'est ce qu'ils étaient. Si on veut changer ça, et je pense que ce soit Kyrie Irving et Kevin Durant, ils ont dû être un peu touchés par ça, et on sait que Kyrie est arrivé un petit peu plus tard, après l'arrivée de Jack Vaughn, mais on sait que Kevin Durant a incarné ce renouveau-là aussi, il a montré l'exemple. Et quand tu es un coach, tu as besoin que ton leader, il récite ce que tu fasses, il fasse exactement ce que tu lui demandes. Et Kevin Durant a été un leader d'attaque incroyable, mais un leader au sens large aussi, fantastique défensivement, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré. Tout le monde l'a suivi. Et derrière, finalement, cette équipe-là, elle a des choses qu'on ne voyait pas, elle a de la profondeur. Et tout à l'heure, on parlait des Timberwolves où les mecs ne croient pas au projet. Là, on a l'impression qu'on est, en fait, tout le monde croit au projet. Ouais, il y a eu une étincelle claire. Défensivement, en tout cas, il y a un truc simple. On change sur tout.
Alors là, il n'y a pas besoin de réfléchir 1000 ans. Ils ont Ils l'équipe changent sur absolument tout, même les faux écrans, les slips, les machins, les trucs. On change, on se pose pas la question, on affronte les mismatchs. Alors ça donne, quand tu changes surtout, ça te donne un peu d'allant, hein, clairement, pour aller défendre sur les gars. Ils donnent pas mal d'aide sur les gars qui sont à une passe. Hein. Ils font pas des impasses, ce sera un peu abusé, mais en tout cas, ils mettent du monde dans la raquette, avec un pas dans la raquette, avec des gens très mobiles. C'est aussi l'avantage de cet effectif où il n'y a pas de grand babard. Non. Quand tu as Nick Claxton, on a vu sa déclaration il y a quelques semaines où il disait qu'il se voyait, pourquoi pas, être défenseur de l'année. Bon, il s'est un peu enflammé, mais surtout, ça démontre un état d'esprit. Avant, on n'arrêtait pas de dire, mais Claxton, le pauvre, il peut rien faire, il est trop frêle, il n'est pas assez fort encore physiquement pour répondre à ce poste si exigeant. Bon, bah, il est toujours pivot titulaire et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pour lui parce que ça va beaucoup mieux défensivement. Alors à voir si c'est dans quel sens c'est. Est-ce que c'est lui qui s'est clairement réveillé? On sait que c'est très important quand tu as un grand qui est capable de contrer et c'est une très bonne équipe au contre cette saison. Ou est-ce que c'est vraiment un réveil collectif? Bon, j'imagine quand même que c'est plutôt ça. Les deux. Moi, les deux. Moi, après, il progresse. Hein. C'est un jeune joueur. Clairement. Je pense que l'année dernière, quand même, il a morflé terrible, notamment en playoff. Hein. C'était très dur pour lui. Il était seul à l'envoyer face à Robert Williams et à Lorford. Il s'est bien fait masser. Mais tu progresses quand tu te fais casser la gueule comme ça. Et je trouve que cette année, il est revenu avec des vraies bonnes intentions. Je pense que là, et puis avec Steve Nash, il était complètement livré à lui-même. Il mettait un grand. Qui c'est le plus grand? Ah ben toi, vas-y. Bon, c'est compliqué quand tu es un jeune pivot où tu dois finir de devenir un basketteur, de jouer là-dedans. Là, je pense que là encore, Jack Vaughn l'a mis. Et puis, quand tes extérieurs défendent, eh ben, c'est toujours plus facile quand tu as un grand pivot comme ça sur du second rideau. Quand les mecs tiennent les duels et qu'ils lèvent les bras et que tu as l'autre qui prend un tir compliqué, ben là, tu arrives en deuxième rideau. C'est beaucoup plus facile. Et que si un mec il prend 2 mètres sur un démarrage. Donc voilà, il progresse bien en attaque aussi. Il est actif, on le voit. Ouais, et finalement, il y a tellement de talent autour que il a des espaces. Voilà, il a des espaces pour lui. Il y a pas mal de mecs, hein, vous êtes en train dont vous parlez dans le chat depuis tout à l'heure, mais celui qui revient énormément, on parle carrière après, mais c'est Kevin Durant. On a clairement sur une saison MVP en puissance pour Kevin Durant. On s'amusait à savoir si on le mettait dans le 5 majeur de notre All-Star Game juste avant Noël. Il était en concurrence avec Joel Embiid. Bon, on n'a toujours pas décidé. Hein. Ça va être impossible. On verra qui les fans choisiront. Mais Kevin Durant, il est à 29,7 points. Il est à 6,9 rebonds, 5,3 passes, 1,5 blocs. C'est énorme. 35 matchs. Il est revenu comme si de rien n'était. Après s'être pété, ça fait des grosses blessures. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle pour nous qui adorons la NBA et qui allons voir les Nets bientôt. Ouais, on a envie de le voir comme ça. On va pas se mentir. On a envie de le voir comme ça. Il est extraordinaire sur son mid-range. Les pourcentages. Il a 62%, je crois, sur le mid-range. Il a 57,9%. Ah, c'est tout. C'est pas c'est au mois de décembre. Hein, parce que le mois de décembre des Nets, il est incroyable. Hein, 12 victoires, une défaite. Ouais. Ils sont extraordinaires. Moi, je suis content parce que c'est la NBA qu'on a envie de voir. Si la saison est aussi excitante, c'est parce qu'aussi les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving sont redevenus une équipe de basket. Et en ça, c'est archi excitant. Et je pense que tous les rivaux à l'Est, ils doivent se dire, bon, d'accord, ils sont clairement back in business. Et il va y avoir des problèmes à régler pour les futurs adversaires. Et puis, je trouve qu'il y a des inventions de joueurs, comme par hasard, dans les équipes qui vont bien. Il y a des inventions de joueurs. Watanabe, bien sûr. Watanabe, on pense à Royce O'Neal. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait au Jazz. Je trouve que ce qu'il fait là, il a une importance dans le jeu on découvre un Royce O'Neal, super bon passeur. Exactement. Ça, c'est incroyable. On savait qu'il était capable de défendre, même si à la fin, avec le Jazz, c'était un peu le bordel. On sait qu'il était capable d'envoyer. Là, on voit un soldat de l'espace capable de débloquer les situations à la passe. Supplément d'âme de fou. Ouais. Et puis, il me fait penser, tu vois, pour te dire qu'il a tellement progressé à la passe, qui me fait penser déjà un peu physiquement, mais dans le jeu, à un peu un Draymond Green. Tu vois tu m'as compris. Mais on le voit beaucoup. Et puis, il incarne aussi ce bad boy qu'il faut des fois, cette grande gueule, ce mec qui va. Je sais pas, je trouve que je l'aimais bien au Jazz, mais il était dans une case très définie. Là, je trouve qu'il a un peu plus de liberté et il est très très bon. Il est très très bon, Royce O'Neal. Le seul truc sur KD, là, c'est sa coiffure. Là. Est-ce qu'on peut remettre la photo? Est-ce que, Tom, tu peux nous trouver la photo, s'il te plaît, de la calvasse de KD, bien sûr. Je sais que ça Après, tout le monde va mieux. Hein. Patty Mills, mois de novembre, il tourne à 3 wins par match. Il est au bout du rouleau. Et là, en 16 minutes, là, sur le mois de décembre, il est à quasiment 12 points par match. Parce qu'il se retrouve dans un... Simplement, il se retrouve dans un effectif et dans une académie de jeu où il peut s'éclater. Alors, il y a des moments où il joue à 3 petits avec les Nets. Ça n'a aucun sens de jouer comme ça dans la NBA actuelle. Donc voilà. De toute façon, quand un collectif va mieux, les stars, elles feront toujours des stats. Elles seront plus ou moins fortes, mais en tout cas, elles feront toujours des stats. C'est tous les seconds couteaux qui vont briller. Nick Claxton, c'est le meilleur exemple.
différence. C'est le 3e meilleur scoreur de cette équipe-là. Ouais, et quand on parle d'invention de jeu, on parle de Watanabe, qui est un shooter incroyable. Et puis, tu as aussi des mecs qui reviennent, qui n'ont pas joué depuis 2 ans. Mais comme le collectif va bien et que c'est sain, on pense à TJ Warren. Le mec, il arrive, il remet à la fenêtre. Et tout ça, c'est très bien. Et ça rajoute de la profondeur. Et TJ Warren, pour te faire souffler, c'est quand même très bien ce qu'il montre. C'est un atout en plus pour cette équipe. Donc honnêtement, à part la calvose derrière de Kevin Durant, tout brille plutôt. Tout est au vert côté Nets. Oh, incroyable. Faut raser, hein, Kevin. Là, je sais pas à quoi il joue. Pas les couilles, ça. Pourquoi il rase pas ça? Vas-y, Ça fait daron, quoi. Surtout que tous, on les connaît, toutes les superstars finissent avec moins de cheveux. Rase-toi la calbate. Jojo et Kobe ont rasé ça. Bon, LeBron n'a toujours pas rasé, mais bon. Il y a un homme dont on n'a pas cité le nom, vite fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ben Simmons. Bah ouais. Nick Irving, on n'en a pas beaucoup parlé. Ouais, on peut parler des deux, mais qu'est-ce qu'on pense de Ben Simmons? Qui va mieux. Clairement. De toute façon, il allait tellement mal que c'est redevenu un basketteur. C'est pas redevenu un All-Star. Non. Loin de là. Mais que c'est redevenu un basketteur avec un rôle important, que c'est lui qui défend sur les meneurs forts en face. Que dans une équipe comme celle-là où son manque de scoring, son manque d'adresse, tous les défauts qu'il peut avoir en attaque, finalement seront pas mis en valeur plus que ça parce qu'autour il y a ce qu'il faut. Voilà, moi je pense qu'on va avoir un Ben Simmons de mieux en mieux. Reprendre confiance en lui psychologiquement, on sait que ça a été dur dans la tête pour lui aussi, physiquement aussi, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans les différentes conférences de presse, que ça va mieux dans la tête, que ça va mieux physiquement. Ça se voit sur le terrain, on est encore loin du Ben Simmons à 100%, mais en tout cas, il gagne des matchs, cette équipe-là, ça va mieux, et lui, petit à petit, il monte. Je pense qu'il va arriver frais et qu'on retrouvera un vrai bon, je ne sais pas s'il redeviendra All-Star un jour, mais en tout cas, un vrai Ben Simmons costaud à 100% de ses moyens, on le retrouvera, je pense, au mois de mars, et c'est là où ça va compter. Après, ce qui est important pour Ben Simmons aujourd'hui, c'est d'être en canne, défendre, tu l'as dit, clairement, d'être à l'interception aussi, c'est important, et puis d'être le lion. On attend ça de Ben Simmons. Il est presque à 6 passes par match. Alors oui, il est que à 8 points, mais il tente tellement peu sa chance, et puis il partait tellement loin avec les premiers matchs où c'était une catastrophe, que finalement, déjà, de le voir être souriant sur un terrain, enfin en tout cas de prendre du plaisir sur un terrain, on en est là, quoi, tellement c'était catastrophique. Donc l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de scorer, quoi. Non, et surtout... Tu vois, c'est ça qui est ouf. Surtout, on le voit là souvent, là, sur le même panier marqué, relance. C'est ça. Il a envie de mettre... C'est le vrai rouage. Il a envie de mettre énormément de rythme. Voilà, il dicte le tempo, il est dans la passe toujours. Voilà, il se cherche petit à petit à son rythme. Personne ne lui casse les couilles en disant faut que tu mettes plus de points. Voilà, on le laisse peinard, un petit peu comme un enfant fragile qu'il est. On le laisse petit à petit retrouver ses sensations, revenir au jeu, et c'est pas plus mal. Et autour, les mecs font le taf. Mais lui, quelque part, c'est le premier défenseur. Il s'y colle défensivement, il aime ça, il a envie de faire ça. Et puis derrière, en attaque, il met énormément de rythme. Et il va gaver tout le monde, il va régaler tout le monde. Donc voilà, il n'est pas encore à 100%, mais il va le devenir. Il est sur la bonne route. Là, c'est la bonne route. Pour parler des Nets, on va accueillir Théo, qui va nous dire ce qu'il pense de cette belle série pour les Brooklyn Nets. Salut Théo. Oui, allô. Tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Vous allez bien? Salut Théo, bonne année. Ouais, bonne année à vous aussi, hein. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi aussi, mon ami. Une belle année 2023. Santé et prospérité, comme on dit dans Star Trek. Merci. Comme l'année 2023 des Nets, comme elle commence bien. Elle va bien commencer contre San Antonio. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces Nets? Est-ce que toi aussi, t'es plutôt bluffé par ce qu'ils ont réussi à produire, là? Ah, mais franchement, comme après, vous l'avez bien dit, hein, tout ce que vous avez résumé, c'était bien résumé. Franchement, l'apport de Jack Vaughan, il apporte vraiment une nouvelle patte à l'équipe, quoi. Franchement, on voit des systèmes qu'on n'avait pas vus depuis que l'équipe avait été construite, quoi. Franchement, des systèmes flex, des petits floppies derrière et tout à 3 points. Kyrie Irving qui sort d'écran, enfin, j'avais jamais vu ça, quoi, depuis l'époque Cavaliers. Enfin, franchement, c'est dingue, quoi. Et puis même, je trouve que même par rapport à Ben Simmons, le gars, il a pas encore le niveau All-Star, ça je suis complètement d'accord, mais il a trouvé un rôle dans l'équipe. Il n'y a plus la frustration de se dire je dois claquer 15 points par match, faire mes stats. Là, il est là vraiment pour mettre le tempo dans l'équipe.
Il a, comment dire, il a vraiment trouvé son rôle, quoi, je trouve. Et puis, il y a encore des gars en réserve, quoi, parce que je trouve qu'il y a aussi Seth Curry, on n'en a pas trop parlé, mais le gars, là, il est pas trop en canne, il revient tranquillement, mais attendez que le gars commence à mettre dedans, et l'équipe, elle peut encore prendre une autre dimension. Franchement. Tu peux rajouter Joe Harris aussi, hein. Ah, clairement. Il a mis un peu. Ouais, il a mis un peu dedans. Il a mis un peu dedans là ces derniers temps, mais clairement. Mais pour moi encore, Joe Harris c'est bon sniper, mais Seth Curry c'est encore un autre niveau, quoi. Clairement. Non, mais c'est pas les mêmes joueurs, mais ça fait une profondeur, quoi. Ouais, clairement. Ils sont quand même dans une. On parle de forme olympique. Ils sont quand même dans un truc. En fait, ils sont dans un nuage. Ils sont sur un nuage. C'est ça. Collectivement. C'est ça. Et puis, comment dire, je trouve que leur jeu, il est vraiment propice, en tout cas de ce qu'on a vu des 11 matchs là, puis même on va dire des 2 derniers mois, ils ont vraiment un jeu qui est propice aux playoffs, je trouve. C'est vraiment un jeu, parce qu'ils peuvent, autant ils peuvent courir, vraiment faire du cercle à cercle avec Claxton et Durant, et autant ils peuvent jouer en isolation quand le jeu il se resserre pour les dernières minutes, tout ça, donc avec Irving, Warren, franchement, ils ont des gars sur qui ils peuvent compter, quoi. Et aussi le Watanabe, franchement, incroyable aussi, hein, vraiment, le joueur. Tu parles des playoffs. Après tout ça, exactement, après tous ces mecs-là, Watanabe, TJ Warren, en playoffs, on sait que les rotations vont se serrer et que les espaces vont se resserrer, que ça va maillotcher et que là, quelque part, alors on sait qu'avec KD et Kyrie Irving, vaut mieux, si tu joues clairement. Vaut mieux qu'ils soient dans ton équipe. Par contre, il y a plein d'aspects en playoffs, alors je les ai mis en finale tout à l'heure en début d'émission, mais il y a plein d'aspects sur lesquels je les vois un petit peu défaillants, notamment la lutte au rebond. On a loué beaucoup les qualités et la progression de Nick Claxton. Moi, avec Nick Claxton, tu vas pas en finale NBA, hein, tu sors pas de l'Est. Hein. Je pense pas. Je suis d'accord avec toi, Erwan. Hein, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, en fait, le problème, c'est que contre le bully ball, ils vont avoir beaucoup de mal parce que contre les Giannis, Brook Lopez, moi je vois les Bucks en ligne de mire et puis même les Suns, hein, DeAndre Ayton, moi je vois c'est le genre de gars qui peuvent leur causer des problèmes, hein, s'ils vont en finale, quoi. Mais le jeu de playoff aussi, il faut pas oublier qu'il faut mettre des paniers, et pour mettre des paniers quand t'as Kyrie Irving et Durant, t'as pas mieux, quoi, hein, clairement. En fait là on est sur 2 questions simples. C'est est-ce que tu tentes un move à la trade deadline pour te renforcer sur cet aspect-là, ou est-ce que tu vas comme ça, et est-ce que ça suffira? Parce qu'il y a quand même pour moi, il y a un gros souci, c'est que pour switcher sur tout, tu peux pas avoir tous les profils. Tu peux pas avoir un vrai pivot. C'est impossible. Tu peux en avoir un. Bah non. Pour moi, Claxton, il dépanne. Pour moi, Claxton, il dépanne, mais c'est clair que, en fait, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de jeu de poste vraiment Ils ont un peu de relation intérieure-intérieure. Des fois, on voit des passes entre Ben Simmons et Claxton, poste bas. Des fois, ça arrive de temps en temps. Ils arrivent à le faire de temps en temps, mais c'est pas une équipe qui score beaucoup dans la peinture. Hein. Clairement, c'est plus du mid-range et à 3 points. Mais c'est l'équipe qui souffre au rebond, par exemple. Regarde, ils sont 27e équipe au rebond par match. 30e au rebond offensif. On sait que c'est important. Quand je me place par rapport aux autres équipes qui changent surtout, il y en a une qui est allée en finale l'année dernière, c'est les Celtics. Ils changent sur tout le temps, mais qui ont à l'intérieur des gars qui sont capables de tenir le rebond, donc Robert Williams, alors Ford, leurs ailiers sont évidemment capables de prendre des rebonds aussi, mais ils ont aussi la faculté quand on change surtout, de défendre sur les plus petits. Alors même si Steph Curry les a bien châtiés, on s'en souvient, hein, sur des moments où c'est fou de Robert Williams. En tout cas, ils ont 2 profils qui sont capables de s'opposer, en tout cas sur le papier, à la raquette des Bucks. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, sur une série de playoffs, les Nets ne peuvent pas répondre aux Bucks à l'intérieur. Après, il ne faut pas oublier, Al Horford, c'est le papa de Giannis. Hein. Clairement, combien de fois... non, mais, franchement, Horford, combien de fois il a dégoûté Giannis plusieurs fois ces dernières années, c'est impressionnant. Il est comme ça, tonton Horford. Après l'année dernière, sur Giannis, il est un peu seul, Giannis, quoi. Ça manque sur les matchs 7 quand c'est serré. On sait que tout va venir de lui, donc il manquait évidemment Middleton pour amener une deuxième. Ouais, clairement. Clairement. On va c'est vraiment par rapport aux Nets, Erwan. Qu'est-ce que tu fais après ce qu'on vient de dire? Est-ce que pour toi ils doivent absolument bouger? Et s'ils bougent, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Encore une fois, j'aime les idées de changer sur tout. C'est ce qu'ils font, hein. C'est ce qu'ils font. Actuellement, c'est ce qu'ils font. Pour moi, tu souffres beaucoup trop sur cet aspect primordial du jeu,
qui est le rebond. Et Nick Claxton, malgré tous les progrès qu'il a, tu ne peux pas aller en finale avec ce mec-là, sans remettre en cause ses qualités. La jeunesse, il est trop jeune. Il faut un peu, pour moi, un papa, un mec. Donc, mais quelque part, ça ne veut pas dire que ton jeu va être orienté là-dessus. On a parlé tout à l'heure d'un pivot dans une autre vidéo qui vaut débat. Pourquoi tu n'irais pas tenter, lâcher un shooter, il leur en faut un shooter. Il ne vaut rien son contrat. Il est en fin de contrat, ils vont 1 million de la merde. Pourquoi tu n'irais pas chercher un grand papa comme ça? Bah, ça marche pas comme ça. Tu me dis, je me dis, ça. Claxton est trop jeune, tu me vas chercher Nasrid, frère, il a 22 ans. Nasrid, pour moi, il a 24 ans. Pour moi, Nasrid, il va pas les faire step up, Erwan. Quoi qu'il arrive, tu vas pas chercher. Attends, vas-y. Tu vas pas chercher un bid, de toute façon, tu vas pas aller chercher un bid ou autre. D'accord, mais d'accord, donc faut bien aller chercher. Je dis Nick Claxton, c'est pas bon, il est trop jeune. Je dis Nasrid, c'est pas excuse-moi, il est plus grand. Excuse-moi, Erwan, excuse-moi, juste pour moi, Nasrid, pour moi, c'est pas le genre de joueur qui pourra vraiment les faire step up à l'intérieur dans la raquette. Pas du tout. Pour moi, en plus, en fait, c'est là que vous comprenez pas. C'est encore une fois, c'est comme avec Rudy Gobert, où on est dans le truc où on veut un pivot, on imagine qu'il faut qu'il mette des skyhooks, qu'il ait des moves. Je m'en bats les couilles de ça. Moi, ce que je veux, c'est un. C'est pas ce qu'il dit, là. Je finis. Moi, je veux un tonton. Pour moi, ils n'ont pas besoin de step up dans leur jeu. Ils ont besoin d'un mec qui assoit du rebond, sur l'impact, parce que moi, en face, je vois les concurrents directs que sont. Va falloir défendre sur Embiid, va falloir défendre sur Giannis Antetokounmpo, va falloir défendre sur Bam Adebayo. Bon voilà, pour l'instant je vois pas, c'est pas Kevin Durant qui va s'écoller, c'est pas Claxton qui va s'écoller. On te dit que Claxton, juste je vous donne c'est qu'on est tous d'accord, on a tous identifié, je pense que c'est évident, ils sont dernière équipe au rebond, on a compris. Je dis qu'aujourd'hui dans la manière où ils jouent, il n'y a pas beaucoup de profils de grands tontons qui peuvent prendre des rebonds, qui existent, qui sont disponibles et qui peuvent faire du bon taf. Pour moi, Nasrid, il va là-bas, c'est pas une bonne addition. C'est pas ce qu'il leur faut. Il leur faut. On a parlé de Robert Williams, on a parlé de trucs comme ça. Il faut des mecs qui soient capables de tenir physiquement, assez grands, mais surtout très mobiles. La mobilité là, de leur défense, elle est primordiale. S'il n'est pas mobile, il ne peut pas jouer avec eux. Vaille sur la mobilité. Mais après, il y en a pas, parce qu'il n'y a pas 40 gonzes aussi, il n'y a pas 40 quoi à faire. Après, moi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Théo, c'est qu'il y a beaucoup de shooters dans cette équipe-là, dans cet effectif des Nets. Peut-être un peu trop, peut-être que tu peux t'en délester de un ou deux. Il va se faire très. Voilà, il y aller chercher un grand. Moi, je pense que mine de rien, il va falloir protéger Kevin Durant défensivement en playoff pour pouvoir aller défendre sur. On l'a dit, les concurrents directs, ça va être Boston, Milwaukee, Cleveland. On n'a même pas parlé de Cleveland, mais il y a quand même deux grands gags. Dans ton esprit, tu voudrais qu'ils aient cherché un mec pour le mettre dans le 5 ? Non, pas spécialement. Parce que tu me dis qu'il faut le protéger. Non, mais c'est une vraie question. Il va falloir le protéger à un moment défensivement. C'est pas lui que tu vas pouvoir envoyer. Mais moi, les débuts de match, en fait, ça m'intéresse presque pas. Mais qui va défendre sur Giannis? Vraiment, Kevin Durant va se mettre du bugnable. Alors, il y a Ben Simmons. Et Royce O'Neal. Franchement, pour défendre sur Giannis, il y a quand même du monde. Et Claxton, comme je voulais tout à l'heure, je voulais vous donner une stat. C'est Claxton, c'est le deuxième. Claxton, c'est le troisième meilleur déflecteur. De tir de la NBA. Attendez les gars, il est actif, il touche des ballons, très bien, il est déflecteur. Moi je te parle. À un moment donné, Giannis, Embiid, sur du 1 contre 1, ils vont lui casser la gueule. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait Je te dis, on essaie d'aller trouver un tonton que tu peux mettre par séquence. C'est-à-dire que quand tu switches surtout, et tu finiras certainement les matchs comme ça, parce que de toute façon, tu as Kyrie et Kevin Durant, et dans un money time, par rapport à toutes les équipes NBA, tu auras un avantage. Quasiment, tout le temps. Maintenant, pour y arriver, si je connais ma logique là-dessus, pour y arriver à ces money time, faut des fois faire dos rond. Et dos rond, c'est des fois envoyer un tonton qui t'assoit un peu des rebonds. Plutôt que rendre des possessions pour défendre encore et encore. Après, pour moi, les armes, ils ont Kevin Durant, Ben Simmons et Claxton qui peuvent un peu défendre sur Antetokounmpo. Ils peuvent le contenir, on va dire. Ils vont pas le stopper. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et même, c'est même possible qu'il se fasse foul out super rapidement, Claxton sur un Antetokounmpo, tu vois. Et derrière, si t'as plus Claxton, t'envoies qui? Ça, je suis complètement d'accord. Il y a que Sharp, le petit Sharp, le pauvre Sharp, là, il va rien faire du tout, tu vois. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il faudrait un tonton à la Bismack Biyombo, là, comme ils ont les Nets, là, franchement, il fait le job parfaitement. Les Suns, pardon. Il fait le job parfaitement en backup de Ayton, tu vois. Tu vois, il y a plein de choses intéressantes. Je vois Potelé, mais bon, qui est quand même pas le plus. Il y a Magui qui s'enterre à Dallas, qui joue pas. Et du coup, il y a Brook Lopez. Si on va dans ce truc-là, tu voudrais un profil comme Magui, toi? Non. Magui, ça pourrait être intéressant. Non, mais je lisais je sais. En fait, je pense qu'ils ont besoin d'avoir
au moins un minima, un backup, mais qui peut-être jouer 10-15, pas plus, à Claxton, pour avoir l'opportunité le jour, dans des matchs où tu souffres, où Kyrie et KD sont un peu maladroits, tu te fais un peu rentrer dans la gueule, et que finalement tu dois faire un peu dos rond, tu dois avoir ce mec-là qui va te sécuriser 7-8 possessions dans le match, plutôt que rendre des rebonds offensifs, parce que sur les stats, ils souffrent trop là-dessus. C'est ça que je te dis, c'est peut-être un détail, mais on l'a vu quand les Warriors en finale NBA, ils ont réussi à réinverser le rapport de force au rebond, notamment avec Looney qui faisait un taf de fou. C'est là que les finales elles ont basculé. Alors oui, Steph Curry mais c'est là que les finales basculent. Tu vois Kevin Looney, c'est le genre de profil qu'il faudrait. Faire ce taf-là. Attends. Il faudrait que Kevin Looney, c'est exactement le genre de profil qu'il leur faudrait, parce qu'il reste mobile. Oui. C'est pour ça que moi, l'idée du grand, vraiment, je n'y crois pas du tout, et je suis même pas sûr qu'ils vont pas du tout le faire. Quand je dis du grand, t'avais compris genre 2-15 et tout, toi, absolument. Tu m'en parles de Javel Magui. Moi, je te dis que c'était une proposition du chat. La clé de voûte de leur grand qu'ils doivent aller chercher pour Joe Harris notamment, c'est un pivot mobile. Mais un pivot, pas un poste 4. Il leur faut un pivot mobile. Il y a que Poeltl, là, c'est une super idée, parce qu'il est mobile, défenseur, il peut switcher. Il partira jamais, t'as vu la saison qu'il fait. Un joueur en playoff, on n'y est pas encore. Très bonne, tu vas aimer. Et qui encore Holmes des Kings, qui joue plus du tout. Holmes, en plus, il a fait une sale soirée hier soir, Holmes. Qu'on l'utilise comme Robert Williams. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Exactement. Par contre, je pense que le profil parfait n'existe pas, surtout en milieu de saison. Mais il y a peut-être des choses à gratter. Et encore une fois, quand tu es dans une dynamique archi positive et que tout le monde marche dans le même sens, ce qui semble être honnête, quand tu arrives dans un groupe comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre le train. J'aime bien l'idée de Rashon Holmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pas mal de gens qui parlent de Gafford aussi. Gafford, s'ils font Gafford, c'est magnifique. Mais ils ont du matos à envoyer. S'ils font Gafford, c'est magnifique. Harrell, peut-être, non? Non. Pas du tout, non. Non. Pas. Trop besoin de marquer des points, trop besoin de pivot. Non. Pour le coup, c'est un pivot qui est pas vraiment mobile défensivement, il est catastrophique, il défend pas. Non. Français, un peu, parce que c'est vrai que là, il est catastrophique, mais. T'as dit quoi? Non, je pense c'est certes là en ce moment il est catastrophique, mais Holmes, quand il est bien lancé, le gars, il peut quand même rendre des bons services. Donc, qu'est-ce que je dis? Pas Holmes, pardon, Harrell. Harrell, là, il est pas très en forme, mais quand il est en forme, le gars peut rendre des bons services. Ouais, mais c'est pas un mec de playoff. On nous cite beaucoup Capella aussi. Mais Capella, pour moi, ça, c'est des profils que tu mets dans le 5 majeur. Tu vois, Capella, c'est un titulaire de NBA. Clairement. Je suis pas sûr que ce soit un truc qu'il puisse faire. Pourquoi pas? Certains parlent de Dwight Howard. Dwight, il est en train de shooter à 3 points. Il est en train de shooter à 3 points. S'embrouille avec Razal Ghoul, comme il s'appelle. Razal Ghoul? Non. Il s'est embrouillé avec qui? Je sais pas. Le costaud là qui avait joué aux Kings là. Ah oui. Oh là là. Bulma. Non, pas Bulma, c'est la meuf. Non, mais c'est ça, c'est un truc comme ça, non? Le premier Indien qui a joué NBA, un truc comme ça là. Attends. Oh, Kings, Indian. Attends, player. Je le retrouve. Comment il s'appelait? En parlant de ça, j'ai vu Taco Fall qui a fait un bon match aussi en Chine. Là. Voilà, je l'ai même pas retrouvé. On peut parler de Kyrie un peu, on a quasiment. Attends, déjà, on va remercier Théo. Merci Théo de nous avoir appelés. C'est à vous, franchement les gars, je vous suis depuis le Hoopcast. Force à vous. Vraiment, je vous suis religieusement. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Vraiment, il n'y a pas à dire. C'est gentil, mon gars. Pas de souci. Passez une bonne soirée et encore bonne année. Merci, toi aussi, ciao. Bonne année. Alors oui, tu voulais parler de Kyrie. Moi, je veux parler de Kyrie. C'est devenu un joueur de basket honorable. Ouais, honorable, c'est redevenu le grand Kyrie qu'on n'avait pas vu depuis Cleveland, mon gars. Moi, là, en 1 bis, numéro 2, appelez ça comme vous voulez, après, bon, bref. Mais mon gars, je pense qu'il a traversé une tempête et qui méritait, hein. Mais derrière... Là, c'est redevenu un joueur de basket qui ne se concentre que sur le basket, qui est d'une sobriété hors terrain très bien et qui fait parler son art, parce que c'est de l'art, Kyrie Irving. Bah, bien sûr. Et aujourd'hui, Kevin Durant s'occupe de tout ce que ne sait pas et n'aime pas faire Kyrie Irving, c'est-à-dire le leadership, c'est-à-dire c'est prendre les responsabilités sur et en dehors du terrain. Et aujourd'hui, moi, le Kyrie Irving d'aujourd'hui me fait penser au Kyrie Irving avec LeBron James, mais avec encore un peu plus de maturité et un peu plus forcément de vécu, tu vois. Et vraiment, je le trouve exceptionnel. Normal. Je le trouve exceptionnel. Il est... voilà. Aujourd'hui, maintenant, je me remets les matchs de je me dis, putain, je vais voir jouer Kyrie, c'est bon délire. Et ça,
Et ça, c'est cool. Voilà. Non, c'est clair, t'as raison. Et de toute façon, la bonne analogie, c'est celle avec LeBron. En fait, on le décharge totalement de la création, du leadership, Voilà, on lui dit, gros, quand t'as la balle, régale-toi. Sois le plus efficace possible. Et c'est un joueur tellement fantastique qu'il arrive à être efficace avec son jeu à risque. Il est très, très, très fort. Mais bon, tu vois, on dit un bis. Bon, Kevin Durant, c'est vraiment lui qui doit porter le jeu. Tu vois, et lui, il arrive à être soliste et hyper impactant. Normalement, les solistes, ils n'arrivent jamais à être impactants. Et là, je le trouve, tu as raison, d'une efficacité redoutable. De toute façon, les deux, là, ils sont fantastiques. Ils sont au summum de leur basket. Techniquement, ils sont extraordinaires. Donc, je te rejoins complètement. C'est cool de le voir comme ça, de plus parler des histoires extra-basket. Nous, nos joueurs préférés, là, comme Kyrie ou KD, on a envie de les voir juste performer dans des équipes où ils se sentent bien. Beaucoup de crédit à Jacques Vaughan, je pense. Hein. Jaco, bravo Jaco. Oh, bravo Jaco. Ah là, Jaco, il a dû discuter un petit peu avec lui. Il a dit, frérot, allez, on coupe tout, viens, on joue au basket et on essaie d'aller chercher. On rappelle qu'il est en fin de contrat, hein, Kyrie. Hein. Et moi, tu connais ma théorie. Hein. Déjà, je pensais que c'était le plus gros fiasco. Avant la saison, je disais que les Nets, ça allait être le plus gros fiasco de la saison. Bon, bah, finalement, tout va bien. Mais pour moi, l'année prochaine, il n'est pas honnête. Impossible qu'il reste. J'y crois pas une seconde. Il s'est passé trop de dingueries pour qu'il reste. Non, mais vraiment. J'entends, après, gagner des matchs, faire une finale, gagner un titre. Ah ouais, mais je sais pas. Alors, tu crois vraiment ça? Moi, je n'y crois pas du tout pour tout ce qu'on a évoqué. T'as vu ce que tu viens de dire sur Nick Claxton et tu le mets finaliste? Mais non, je te dis qu'il y a. Dans le sport, tu peux avoir des pires embrouilles du monde. Oui, mais le sport, ça, c'est pas comme dans une entreprise où tu t'embrouilles avec un mec et finalement tous les jours tu fais la même chose et vas-y, Le sport, mine de rien, tu peux t'embrouiller à l'entraînement. T'es bien placé pour le savoir. Et gagner des matchs, gagner. D'accord, mais quel rapport avec les Nets champions là? Ce que je te dis, c'est que moi, je ne signe pas aujourd'hui pour dire que Kyrie ne sera plus honnête la saison prochaine. Ah oui, d'accord. C'est ça que je te dis. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Hein, c'est ma théorie depuis le début. Je pense qu'il y a eu trop de bad buzz autour de ce qui s'est passé avec les Nets pour qu'ils restent une année de plus. Donc voilà. Après, on verra. Je trouve qu'il va signer un contrat max avec les Brooklyn Nets. Alors du coup, est-ce que tu y crois, Erwan? Parce que tu me les as mis en finale. Je suis très étonné. Hein. Je les ai mis en finale au début d'émission sur l'émotion. Ben oui, c'était l'instant T. T'es fou malade, frère. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils règlent ce problème de rebond. Ça, ça va être important. Il leur faut ce profil dont on a débattu juste avant. Maintenant, je me dis que je prends toutes les équipes NBA. Et en playoff, Dieu sait que les matchs se jouent des fois dans les 3 dernières minutes. Mais qui fait mieux? Alors, on adore ce que font Brown et Tatum. On adore ce que font Paul George et Kawhi quand ils sont à 100%. Mais Curry, Thompson, tout ça. Qui mieux pour faire un money time qu'avoir Kyrie Irving et Kevin Durant en NBA? L'année dernière, on était sûr de ça aussi. Non, mais l'année dernière, ils prennent 4-0, ils se font casser la gueule. Non, pas sur le premier match. Il y a des money time, gros. Ils font pas 3 passes. passes. Je sais, mais moi, je me base sur ce que j'ai vu au moins ces dernières saisons. Moi, je vois une équipe aujourd'hui qui se passe la balle, qui a un vrai collectif, qui sait mettre les mecs dans les bonnes situations. Ah, bien sûr. Est-ce qu'ils sont meilleurs que l'année dernière? Ok. En revanche, je crois encore aujourd'hui, malgré la série de victoires, le mois de décembre et tout, que c'est même pas... Allez, pour moi, il y a 2 équipes qui sont meilleures. Pour moi, Boston et Milwaukee sont des meilleures équipes. Possible. Et je les vois se faire battre. On verra ce qui va se passer, mais on verra. Je les vois les battre sur une série. Oui. Expérience, vécu commun, coaching, les stars, les routes sur les dernières... Enfin, pour moi, ils sont 3e au mieux. Au mieux 3e, tu vois, et je mets Philly peut-être derrière, parce qu'ils sont dans la forme de leur vie, les mecs. Mais gros, Yanis... Personne ne peut l'arrêter. Moi, il y a 3 mois, cette équipe-là, on les voyait même pas en playoff, on voyait un truc exploser. Aujourd'hui, ils sont 2e de l'Est avec 11 victoires d'affilée. Saison régulière. Saison régulière, mais on parle de Kevin Durant et Kyrie Irving. 2 mecs qui ont été champions NBA, dont un qui a été MVP, qui ont eu des runs de playoff incroyables, qui ont fait des finales NBA. Des collectifs fantastiques portés par d'autres mecs. Certes, mais aujourd'hui, ils sont en train de créer des choses et que je me dis que ces 2 mecs-là peuvent pas porter un collectif. Moi, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que même si je suis Antetokounmpo, même si je suis les Celtics de Tatum, je me dis que jouer un round de playoff contre ces mecs-là et avec des matchs à money time, je serais pas serein. Ok. Voilà. Oui, moi aussi, parce que j'adore jouer à 2K et que j'adore ces mecs-là. C'est des gars qui ont gagné sans être l'âme de leur équipe. Et là, c'est ce qu'on leur demande. C'est pas le même job. Je dis pas qu'ils sont pas capables. Je dis que pour l'instant, ils n'ont jamais été capables de l'être. Tu vois? Alors oui, ils sont confirmés, expérience, blablabla, jusqu'à ce qu'ils le fassent. Eh bien, pour moi, il le faut. Enfin, vous m'avez compris, je vais le refaire. Mais tant qu'ils n'arrivent pas à le faire en tant qu'âme d'équipe, leader d'équipe, etc., donc KD, parce que c'est lui dont on parle, eh bien, je vais te dire qu'ils ne sont pas capables de l'avoir en eux. Voilà. Mais c'est possible. Le talent ne suffit pas. Sinon, Jordan aurait gagné chaque fois. Il a gagné chaque fois, non? Que 6 fois, finalement, en 15 ans. Mais on a...
Je sais pas. Enfin, après, certains disent, c'est vrai que l'année dernière, moi, je les voyais trop beaux parce que juste sur le talent, et j'en suis revenu, et c'est une très bonne leçon pour la suite parce qu'en fait, t'as raison, le talent ne suffit pas. Maintenant, je vois quand même un coach, alors certes, c'est moins ronflant que certains, mais je vois qu'il met des choses en place, je vois qu'il leur reste encore 4 mois de travail, et quand t'as un Kevin Durant et un Kyrie Irving qui jouent juste, qui tournent à quasiment 28 points de moyenne chacun, que t'as des bons soldats à côté, et que finalement, tu dois retoucher un peu, j'en fais finalement plutôt un outsider plus, qu'un grand favori, mais cet outsider plus, pour moi, je peux l'imaginer en finale. Après, il y a que 3 équipes que je vois en finale à l'Est. Bon bah voilà, bon bah alors. Non mais là, je vois quelqu'un qui dit, attends, ils sont deuxième par rapport à l'année dernière. Mais les gars, je les mets troisième meilleure équipe de l'Est. Bon, c'est un truc de ouf. Maintenant, est-ce que pour vous, les Nets vont forcément en finale? Parce que c'est quand même la question. Et c'est le seul but. Cette équipe doit être championne. Point. Il n'y a pas d'autre truc. C'est pas un projet sur le moyen terme et tout. Non. Ils doivent être championnes dès cette année. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont être champions? On aura le temps d'en reparler. Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Vraiment. Donc ça va être plaisir à suivre, bien sûr. Et puis moi, je vois les gens qui disent on est aveuglé par les Nets. Moi, je suis un mec des Knicks. Je vous dis, je m'en bats les couilles des T'es Nets. un mec de Big Apple, toi. Tu veux absolument une victoire dans la plus grosse mégalopole du monde. T'es vraiment un mec des grandes villes, Aaron. Franchement, t'es une merde. Les amis, voilà pour les Nets. On verra dans quelques temps s'ils font le choix de monter un trade. On verra s'ils se font sortir par les Bucks Mais en finale de conf. c'est possible, hein. Bah, c'est clair. Après, grave. on a bien Sauf vu. faut bien qu'il y ait un mec qui sorte. Non, mais on a bien vu l'année dernière, quoi. bah oui, par exemple. Les demi-finales de Boston, les finales de Boston, ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre, c'est pareil, Clair. quoi. Voilà. C'est clair. Et ça se joue à des performances exceptionnelles, un soir de mec en feu, que ça soit Tatum, que ça soit Durant, que ça soit Et Antetokounmpo, les que ça soit blessures. Middleton, Les blessures. des blessures. Ça se joue parfois à un rien. Donc c'est trop dur aujourd'hui d'avoir des certitudes là-dessus. En tout cas, cette équipe-là, c'est jamais que ça va pas être cadeau de les sortir. Contrairement à l'année dernière. Clairement, Voilà. clairement, absolument. Voilà pour les Nets. Je vous donne vite fait pour voir si la série va bientôt s'arrêter, parce qu'on adore faire ça. Est-ce que la série des Nets va bientôt s'arrêter? Tac, je vous mets tout de suite le schedule. Ils jouent donc ce soir, on l'a vu, contre San Antonio à domicile. Ensuite, ils ont un petit road trip, ils vont à Chicago, à New Orleans ou à Miami. Qui les bat, Erwan? San Antonio, Chicago, New Orleans ou Miami. Et après Boston. Oh, il y a un Boston de 13 À janvier. New Orleans Ouais. Non, c'est New Orleans. Allez, Je donc vais encore 2 pas se faire victoires et attraper. après... Je vais se faire attraper à New Orleans s'ils sont au complet. Il revient quand le Père Ingram un jour là? Bonne question. Attends, je vais te dire ça. Très bien là, qui commence un peu à revenir lui. Ah ouais, Ils ont un super. peu du monde à envoyer nos amis là-bas. Donc après attention à Miami. À Miami, je sais pas quoi penser de leur saison pour l'instant. Il faudra qu'on en parle aussi un jour. Brandon Ingram Huitième. encore flou sur son retour. C'était il y a 4 jours. Ok. Donc voilà. Bon voilà pour les Brooklyn Nets, les amis. On va passer à un autre sujet, mais c'était en tout cas un plaisir de parler de Jacques Vaughn, le meilleur coach de la NBA depuis un mois et demi.